Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer dans quelques instants le webinaire avec le docteur Rodriguez Estefania, qui est avec nous ce soir de la clinique de IVF Donostia, de Bonsoir. Saint-Sébastien, qui fait partie du groupe donc, des cliniques de IVF Spain en Espagne. Et voilà, le temps que tout le monde petit à petit entre dans le webinaire, je vois que ça arrive, ça se connecte. Voilà, vous présenter brièvement le docteur Rodriguez, qui est donc gynécologue, spécialiste en fertilité de notre clinique de IVF Donostia et également directrice de la recherche et du pôle recherche et développement de la clinique. Et donc ce soir, nous avons l'honneur de l'avoir pour parler donc du PGTA, ce qu'on appelle le PGTA, qui a connu au cours de son existence plusieurs noms. Maintenant, PGTA, c'est le terme actuel du sigle anglo-saxon, qui veut dire, donc c'est un des tests de dépistage génétique préimplantatoire, concrètement, qui recherche les embryons aneuploïdes. Donc, Estefania va nous expliquer tout ça au cours du webinaire. Pour ma part, je vous retrouve à la fin pour toute la partie questions-réponses. Vous n'hésitez pas à travers le bouton questions-réponses à poser vos questions tout au long du webinaire, même si Stéphania n'a pas fini. Et à la fin, quand on aura tout fini, on passera à y répondre les unes après les autres. D'accord? Je vois que voilà, le chat est également ouvert. Alors le chat, c'est plus voilà, pour nous envoyer des messages qui ne sont pas forcément des questions. Voilà, donc je vois que vous m'entendez bien, c'est déjà ça. Et je vous dis bonjour du Kinshasa. Et voilà, plus le bouton questions-réponses pour les doutes que vous pouvez avoir sur le sujet à la fin du webinaire. Docteur, je vous laisse entre de bonnes mains. Je crois qu'on a déjà pas mal de participants qui sont Oui. entrés et je vous retrouve à la fin. Ok, parfait. Merci beaucoup, Karine. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est le dépistage génétique préimplantatoire. C'est très intéressant, c'est très important. Et nous allons parler de qu'est-ce que c'est le dépistage génétique préimplantatoire, le PGT, et pourquoi en avons-nous besoin. Et pourquoi est un sujet controversé aussi, parce que vous savez qu'il y a des controverses entre les différents pays, pour qui c'est les techniques et comment est-il effectué et les résultats que nous avons après utiliser les PGT. Okay? Beaucoup de choses et nous allons approfondir par là. Le PGT, c'est quoi? C'est tout simplement le dépistage génétique préimplantatoire qui nous permet d'étudier les chromosomes de chaque embryon que nous produisons par FIV. OK, ça c'est très important. Ici, vous pouvez voir tous les chromosomes. Nous avons 22 chromosomes et les chromosomes sexuels. C'est un test qui regarde à l'intérieur de l'ADN des embryons. Nous pouvons voir la génétique antérieure. Et nous pouvons le faire avant de mettre l'embryon dans l'utérus maternel. Ça, c'est aussi très important. Et comme nous avons dit, c'est pour rechercher des embryons anéuploïdes, des embryons avec altération chromosomique. Et pourquoi la génétique est-elle si importante? Parce que pour arriver à la grossesse, il nous faut un embryon de bonne qualité et génétiquement normal et un endomètre prêt à le recevoir. Ça, c'est ce sont les deux choses importantes. Aujourd'hui, dans le webinaire, nous allons parler de l'embryon, mais il y a des autres webinaires et nous parlons de l'endomètre. Et quel est le poids de l'âge de la femme? Ici, c'est capital. Et plus l'âge de la femme avance, plus d'embryons aneuploïdes nous avons, c'est-à-dire des embryons anormaux.
Et donc, le PGT s'avère d'autant plus important. Et comme se montre la graphique, et plus l'axe de la femme avance, c'est l'axe horizontal, moins embryon normal. L'embryon normal, nous savons. Okay? Avec plus de 35 ans, et le pourcentage des embryons normaux tombe très rapidement et environ 40 ans, le pourcentage des altérations des embryons normaux, c'est moins de 40%. Et ça, c'est très, très important. Et comme le montre la graphique suivante, indique qu'avec plus de 35 ans, le risque d'avoir, par exemple, ici, les trisomie 21 augmente exponentiellement. OK? Ça, c'est très important. Mais nous pouvons avoir un problème chromosomique de trisomie 21 ou des autres problèmes de trisomie 18, trisomie 13, ou des autres problèmes chromosomiques qui finalement deviendra produisera les fausses couches. Okay? L'information de PGT nous permet d'augmenter le taux de grossesse, de réduire le risque de fausses couches, de réduire le risque des altérations génétiques comme les trisomies que nous avons déjà parlé, et d'améliorer la sélection embryonnaire, surtout dans le cas d'un nombre élevé des embryons. Et comme ça, nous pouvons diminuer la quantité de transferts embryonnaires après la FI. Ici, un cas que nous pouvons voir dans la clinique, une femme de 42 ans avec les études de réserve ovarienne, de quantité de ovules, et le bilan sanguin de AMH est basse, 0,3 et moins de 1. Et les quantités de follicules, les quantités de ovules, les liquides que nous pouvons voir dans les ovaires est basse aussi, et moins de 10 et 2. Et pour ça, la réserve ovarienne, finalement, le diagnostic est une basse réserve ovarienne. Et pour les antécédents, il y a déjà 2 cycles d'insémination et 3 cycles de fécondation précédents. Et après le traitement, le patient a produit deux fausses couches. Dans ce cas, nous recommandons faire le traitement de fécondation avec le PGT. Et après tous les traitements de fécondation, nous obtenons 2 embryons à 5e jour. Après, je vais parler qu'est-ce que c'est ça. Et après l'étude génétique, nous avons un embryon avec la trisomie 21 et un autre embryon avec la trisomie 13. Ce sont les embryons anéuploïdes. Nous ne faisons pas le transfert embryonnaire. Et nous avons un diagnostic. OK? Pourquoi les fausses couches? Pourquoi les problèmes pour tomber enceinte? Et nous, dans ce cas concrètement, nous recommandons de faire un traitement de don d'ovule. Et après la première transfert d'un embryon de don d'ovule, le test de grossesse est positif et l'enfant a né avec bonne santé. OK? Ça, c'est un traitement que nous pouvons faire après voir que le taux des embryons avec altération génétique est haut. OK? Ça dépend du cas. Et alors, la question que se pose tout le monde. Il y a un risque pour les embryons avec le PGT. Premièrement, il est très difficile de perdre un blasto qui aura été bien implanté. Et le pourcentage de survie est environ 99,9%. Deuxièmement, il n'y a pas de dommages pour les embryons de bonne qualité. Ce ne sont que les embryons de faible qualité qui pourraient se perdre. D'où l'importance de réaliser la sélection et classification des embryons qui nous permet d'écarter les embryons qui ne seraient pas arrivés à terme.
Malgré les débats sociaux qui existent dans beaucoup de pays, en Espagne, le PGT est autorisé, mais attention, la sélection du sexe reste interdite. Nous pouvons faire la sélection pour la prévention des maladies génétiques, des problèmes génétiques ou des fausses couches, okay? Pas pour la sélection du sexe. Et dans quel cas nous indiquons réaliser le PGT? Et si l'âge maternel est élevé, comme nous avons vu, s'il y a des fausses couches à répétition, après les échecs d'implantation, s'il y a une altération du karyotype des parents, s'il y a un nombre élevé des embryons après la fécondation in vitro, et pour tous les patients qui veulent améliorer leur taux de grossesse en général. Okay? Bon, et quelle est la procédure pour y arriver, pour le PGT? Et premièrement, nous devons faire la stimulation ovarienne, le traitement de fécondation in vitro, pour stimuler les ovules que nous avons. Et finalement, faire la ponction ovarienne et prélever les ovules. Par après, le même jour de la ponction ovarienne, normalement, la fécondation in vitro, okay? Mettre un spermatozoïde dans chaque ovule. Et après la fécondation, nous attendons 5-6 jours pour avoir les embryons blasto, pour avoir les embryons plus forts. Ça, c'est un point très, très important. Et ici, on va voir toutes les procédures parce que nous pouvons voir par vidéo comme la fécondation se produit. Ça, c'est l'ovule fécondé. Le premier jour, nous pouvons voir les pronucléus. Ça nous dit que l'ADN de spermatozoïde et d'ovule est activé, commence à travailler. OK, c'est ça. Et nous pouvons voir tous les jours pour le time-lapse les divisions de l'embryon. Nous pouvons voir 2 cellules, ça c'est la première division. Nous pouvons voir la qualité, la taille des cellules, quel est le moment où l'embryon fait la division. Après le deuxième jour, nous pouvons en voir 4 et la taille, la symétrie, si elles sont homogènes ou pas. OK. Nous avons beaucoup d'informations en relation avec la qualité de chaque embryon. À troisième jour, nous pouvons voir environ 8 cellules. Et à troisième jour, se produit la première sélection naturelle importante. Environ 40-60% des embryons arriveront à 5e jour. Les autres embryons peuvent stopper à 3e jour. OK? Ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas d'énergie, parce que la génétique est mauvaise pour beaucoup de facteurs. Et parce que l'ADN de sperme est activé à 3e jour. OK? À 4e jour, vous pouvez voir, il y a une compactation de toutes les cellules. Ça, c'est les morules. Et après, les blastos commencent à grandir. OK? Nous pouvons voir, ça commence les blastos, ça c'est le 5e jour. Et c'est l'embryon le plus fort. Ça, c'est l'embryon que nous obtenons après attendre 5-6 jours. OK? C'est ici. Il y a une chose très importante, c'est que les blastos portent 2 parties. Il y a 2 parties dans les blastos. La masse cellulaire interne, c'est ça, et le trophoctodère. La masse cellulaire interne deviendra l'embryon, l'enfant, OK? Et le trophoctodère deviendra la placenta, OK? Comme nous faisons la biopsie de l'embryon, ici, à 5e jour, nous pouvons toucher la placenta, mais pas toucher l'embryon, la masse cellulaire interne. Et ça, c'est très important pour avoir bons résultats, OK? Pour ne damager pas l'embryon, OK? Ça, c'est très important.
Mais bon, ici, c'est un peu le même. C'est à 5e jour où nous recommandons à faire la biopsie, l'étude génétique des embryons, ok? Parce que ce sont les embryons plus forts après la fécondation des ovules. Et nous pouvons bien étudier la génétique des embryons. Après, c'est vrai qu'après les cultures embryonnaires jusqu'à 5e, 6e jour, et faire la biopsie des cellules du futur placentaire, c'est la partie des trophoctodermes, nous devons vitrifier les embryons. Nous devons garder les embryons jusqu'à le moment que nous avons les résultats. Nous devons savoir quels sont les bons embryons. Nous faisons l'étude génétique avec les séquences massives, ok? Nous étudions, après je vais approfondir ça. Et nous devons préparer, comme nous gardons les embryons, nous devons préparer l'utérus avec les hormones, ça dépend. Il y a différentes techniques pour préparer l'utérus pour finalement, après les résultats génétiques, transférer l'embryon. Transférer seulement un embryon normal, ok? Comme j'ai déjà expliqué, dans l'embryon à 5e jour, il y a deux parties, les trophoctodermes et la masse cellulaire interne, et nous prenons les cellules pour l'étude génétique et nous faisons la biopsie des trophoctodermes. Nous ne touchons pas la masse cellulaire interne. Ça, c'est important. Ici, c'est les vidéos de la technique pour faire la biopsie des trophoctodermes. Vous pouvez voir l'embryon à 5e jour ici, la masse cellulaire interne, et les trophoctodermes, c'est tout ça. OK? Nous prenons les cellules que nous voulons couper, OK? Et les points que nous voyons ici, c'est les points de laser. Nous faisons des petites gérilles, un peu comme ça, avec les lasers, OK? Pour couper. Mais c'est très léger. Et nous prenons les cellules que nous voulons étudier, OK? On va voir, ça c'est le moment où les cellules sont coupées. C'est une petite partie. Et à droite, c'est les cellules et à gauche, c'est l'embryon, OK? Le reste de l'embryon. Et on va voir que les cellules sont là, l'embryon est bien. Et ce sont les cellules que nous pouvons étudier avec les séquences massives. La technique de PGT, c'est une technique sûre. Et nous éliminons une faible proportion du nombre total de cellules. Et à 5e jour, nous avons environ 200 cellules et nous prenons 6 cellules, OK? Et ce sont les cellules d'une partie non embryonnaire du blastode de l'embryon. C'est une technique précise, fiable et reproductible, et il n'y a aucun impact sur le potentiel d'implantation et la vitrification, et aucun indice à ce jour de dégradation après biopsie. Il y a beaucoup d'études qui nous disent que c'est très, très sûr si la technique est réalisée comme ça. La taux de survie après biopsie, vitrification et dévitrification, biopsie gardée et dévitrifiée jusqu'avant le transfert est très élevé, environ 99,9%. Mais c'est très important avoir sûr que la technique doit être réalisée par des embryologistes spécialisés parce que l'expérience des embryologistes est très importante pour avoir bons résultats. Et ici, c'est la technique génétique que nous utilisons pour étudier la génétique des embryons. À droite, vous pouvez voir les chromosomes. Ça, c'est comme nous pouvons étudier notre propre chromosome, c'est les karyotypes.
OK? Nous pouvons voir tous les chromosomes. Et à gauche, ce sont les graphiques que nous voyons après l'étude génétique des embryons. Et dans les graphiques, l'axe horizontal, c'est chaque chromosome, ce sont tous les chromosomes, et l'axe vertical est la quantité génétique. Et dans la graphique, vous pouvez voir deux lignes, la verte et la rouge. La ligne verte, c'est s'il y a plus quantité de génétique, et la ligne rouge, c'est moins quantité génétique. Si la ligne centrale est homogène, ça nous dit la quantité génétique est normale. OK? Mais si la ligne centrale est hétérogène, comme le 12e exemple, nous pouvons voir qu'il y a plus quantité génétique dans le chromosome 13. Et ça nous dit que c'est un embryon avec la trisomie 13. La trisomie, c'est un syndrome, le syndrome de Pateau, qui produit beaucoup de malformations dans les enfants. Et comme ça, nous pouvons avoir le diagnostic. OK? Et quels sont les résultats? Quels sont les taux de réussite avec l'étude génétique des embryons après le PGT? Et si nous faisons la fécondation avec moins de 35 ans, nous transférons l'embryon sans PGT, nous pouvons avoir 62% de taux de réussite. Mais avec plus de 35 ans, si nous ne faisons pas la PGT, le taux de réussite avec chaque embryon, c'est 18%. Par contre, avec plus de 35 ans, si nous réalisons le PGT et nous transférons un embryon normal, le taux de réussite est si haut et environ 91,3%. Ça, c'est très important. Et ça, c'est tout. Ça, c'est la présentation. Et j'espère que c'est intéressant. Et s'il y a des questions, nous pouvons parler de toutes les questions. Oui, merci. Merci de votre attention. On a reçu des questions pendant la présentation qu'on va commencer à lire. Bonsoir. Est-il possible de diagnostiquer un œuf clair avec le PGTA? L'œuf clair, c'est comme nous n'avons pas la masse cellulaire interne. OK? Ce sont les embryons et avec tout l'embryon, les trophoctodermes. Et nous, normalement, nous voyons ça avec le suivi des time-lapse. OK? Nous évaluons tous les embryons. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des embryologistes spécialisés parce que ça, c'est le diagnostic pour la prévention d'un problème comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des embryons avec masse cellulaire interne qui, après, pour altération génétique, ne peut pas évoluer. Il y a des cas comme ça. Et finalement, nous ne pouvons pas voir l'embryon dans l'écho. OK? Et si c'est un problème chromosomique, nous pouvons faire la prévention d'avoir un problème comme ça. Mais si c'est un problème chromosomique, parce qu'il y a des embryons qui ne portent pas la masse cellulaire interne, mais finalement, les chromosomes sont normaux. Mais nous n'étudions pas parce que nous savons qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas la masse cellulaire interne. Okay? Il y a beaucoup de facteurs, mais si le problème, c'est que l'embryon est altéré et qu'il n'y a pas de bonne génétique, oui, nous pouvons faire la prévention de ce type de problème. Oui. Mais plus qu'avec le PGTA, c'est plus avec le développement embryonnaire en lui-même. Oui, c'est ça. Nous devons faire les deux choses, le suivi par les time-lapse et voir toutes les caractéristiques de chaque embryon. Oui. Très bien. Une autre question. Le taux d'aneuploïdie dépend-il seulement de l'âge ou peut-il dépendre de d'autres facteurs comme le taux de FSH par exemple? Serait-il plus haut pour une femme jeune avec un taux de FSH élevé?
OK. Ça, c'est une question très importante. Parce que nous savons qu'il y a des études qui nous disent qu'il y a une petite relation entre la réserve ovarienne et le pourcentage des altérations génétiques. OK? Mais le facteur plus important, c'est l'âge. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que si nous avons une femme jeune avec une basse réserve ovarienne, en général, le pourcentage des altérations génétiques dans les embryons seulement pour la réserve ovarienne est plus vaste que pour une femme plus âgée avec une basse réserve ovarienne. OK? Mais il est vrai qu'il y a des études qui nous disent que si la réserve ovarienne est basse, nous pouvons obtenir plusieurs embryons avec altération génétique. Merci. Selon votre expérience, est-ce qu'une endométriose ovarienne altère la qualité des embryons et son karyotype? L'endométriose peut altérer la qualité des embryons, mais c'est pas, par les études que nous avons maintenant, c'est pas en relation avec altération génétique directement. C'est en relation avec les pourcentages de fécondation, en relation avec la morphologie de l'ovule et l'énergie de l'ovule. OK? C'est plus en relation avec ça. Et nous n'avons pas des études qui nous disent que vous savez qu'il y a avec l'endométriose plus pourcentage d'aneuploïdies dans les embryons. Très bien. Certaines femmes du même âge peuvent-elles avoir des taux d'aneuploïdie différents? Oui, oui, c'est comme ça. Et nous avons vu la diapo avec la graphique, mais le pourcentage des altérations génétiques est très, très variable entre les différentes femmes. Nous savons quelle est les moyennes, nous pouvons voir un peu pour informer, mais ça dépend beaucoup de la femme, oui. Dans le cas d'une FIV avec un double don, est-il utile de faire un PGTA? Oui. Est-ce que l'augmentation du taux de naissance sur une FIV, il peut y avoir une augmentation du taux de naissance sur une FIV double don grâce au PGTA? Oui. Et est-il effectué, désolée, est-il effectué sur l'embryon frais ou congelé? C'est effectif, pardon? Pardon? La dernière question, je n'ai- Si le PGTA est donc fait sur l'embryon frais ou congelé, vu que OK. c'est un double. Oui, et tous les femmes, nous pouvons avoir problème avec la production des embryons de bonne génétique, ok? Et les femmes jeunes aussi. Et en relation avec ça, c'est le pourcentage de fausses couches en général, c'est environ 20%, ok? En général, les femmes jeunes. Et si nous faisons les PGT après les double dons, nous pouvons détecter les embryons avec altération génétique parce que nous pouvons avoir altération génétique si nous sommes jeunes, ok? Les femmes jeunes et l'homme aussi. Mais le pourcentage est plus vaste. C'est normalement entre 5 embryons, 5 blastos, un embryon avec altération génétique. C'est un peu comme ça. Mais nous pouvons diminuer, augmenter le taux de réussite parce que nous détectons l'embryon bon et nous ne savons pas quel est l'embryon bon pour la morphologie. Ok, nous devons étudier la génétique et nous pouvons diminuer le taux de fausses couches. Comme je vous dis que c'est environ 20% en général. Et normalement, nous faisons la biopsie des embryons frais, okay, jusqu'à après le suivi développé de chaque embryon. Mais s'il y a des embryons vitrifiés, congelés, et nous voulons étudier la génétique, nous pouvons dévitrifier, nous pouvons biopsier, mais nous devons revitrifier une autre fois pour atteindre les résultats. Et le taux de survie, c'est en relation avec la qualité de l'embryon. Bien sûr, merci. Est-ce qu'une forte stimulation, alors on m'indique 350 UI, ça dépend également du médicament, peut altérer la qualité et le karyotype et l'étude génétique des embryons? Oui,
Et il y a différentes études en relation avec la quantité de stimulation. La quantité, c'est pas la quantité de stimulation, c'est plus la réponse de la femme, si la réponse est très haute. Mais maintenant, nous pensons qu'il n'y a pas de relation directe entre la réponse, la quantité de réponse et la génétique des embryons. OK? C'est, en principe, c'est la même si la réponse est basse ou est plus haute. Et en relation avec la qualité, nous avons des études qui nous disent qu'avec plus de ovules, nous avons plus de chances de grossesse. OK? Et ça nous dit qu'en principe, la qualité ne diminue pas. OK? Mais nous, toujours, nous pensons que s'il y a un problème avec la quantité hormonale, OK? Si la quantité n'est pas homogène, n'est pas équilibrée, nous pouvons avoir moins quantité finalement de embryons, OK? Pour un peu pour cette altération hormonale. La fécondation, c'est plus la fécondation après qui... C'est plus le développer après que pour la qualité de ce oui. Quelle est la différence entre faire une biopsie à J3 ou à J5? Enfin, pourquoi on fait une biopsie à J5? Beaucoup de différences. Et à troisième jour, nous avons environ 8 cellules. OK? Nous ne savons pas quelle cellule deviendra les masses cellulaires internes et le trophoctoderme. OK? Et nous prenons normalement une cellule de 8. OK? C'est pas beaucoup d'informations parce qu'après, il y a beaucoup de divisions embryonnaires, il y a beaucoup de mécanismes qui sont activés après le troisième jour et nous n'avons pas toute l'information. Les pourcentages de problèmes avec les embryons, les pourcentages des embryons qui n'arriveront pas à cinquième jour augmentent beaucoup si nous faisons la biopsie à troisième jour parce que nous prenons une cellule de 8 et pas 5 ou 6 cellules de 200, que c'est dans les embryons à cinquième jour. Et ça, c'est le problème le plus important. Nous ne pouvons pas obtenir toute l'information de tout l'embryon et le taux des embryons à cinquième jour tombe. Et ça, c'est très important. Très bien. Je suis en train de repasser un petit peu les questions qu'on a. Qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour du même sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de faire le test avec un don d'embryon ou s'il est conseillé de faire quand même le PGTA alors qu'on fait appel à un don d'ovocytes. Oui. Donc voilà, oui. je vais Oui, nous avons reçu aussi questions en relation avec les PGT, les dons d'ovules. Comme je vous dis, toutes les femmes, nous pouvons produire les embryons avec altération génétique. Okay? Les femmes plus jeunes aussi, le pourcentage est plus vaste, mais si nous faisons les dons d'ovules, c'est vrai qu'il y a un autre facteur, que c'est le facteur masculin. Et pour ça, normalement, nous recommandons à faire les cariotypes, nous recommandons à faire les études génétiques des chromosomes de chaque personne pour évaluer qu'il n'y a pas un problème dans les chromosomes et après que nous pouvons, pour conséquence, avoir plusieurs embryons avec altération génétique. C'est ça en relation avec le sperme aussi, OK? Mais nous pouvons écarter toujours les embryons avec altération et nous pouvons avoir toujours les embryons avec altération génétique, OK? Il y a des autres questions parce que par email, une patiente nous envoyait les questions de l'étude des fiches dans le sperme. Et nous pouvons étudier avec les fiches de spermatozoïdes et 9 chromosomes dans les spermatozoïdes. Nous pouvons évaluer s'il y a un pourcentage de ces spermatozoïdes avec plus altération chromosomique, mais seulement dans 9 chromosomes. OK? Nous n'avons pas toute l'information et nous ne savons pas les autres parce que nous avons
23 couples, finalement ce sont 46 chromosomes, et nous pouvons étudier tous les chromosomes, mais dans l'embryon finalement. OK? Très bien, merci. Quel est le pourcentage moyen de perte d'embryon après un PGTA? Oui, comme je vous dis, si la technique est réalisée par un embryologiste spécialiste, un PGT avec expérience, et la perte c'est moins de 0,1% des embryons. Ok, c'est très très basse parce que les embryons sont les blastomes. Ça c'est toujours, comme j'ai dit, la perte, les taux, c'est à 5e jour. Ok, et c'est très basse. Oui. Quel est l'âge maximum que vous avez fait une FIV avec les propres ovules et avec le PGTA? 45 ans ou plus de 45 ans ou pas? Oui, nous avons fait plus de 45 ans, mais le problème, c'est arriver à avoir l'embryon bon. Ok, nous savons obtenir. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. C'est la qualité des ovules et la quantité. Et normalement, la quantité tombe aussi avec l'âge de la femme. Et si nous n'avons pas beaucoup d'embryons à 5e jour, la probabilité d'avoir un bon embryon tombe beaucoup. Et nous avons des embryons dans les femmes de 43, 44 ans, embryons bons, mais c'est pas très très fréquent parce que nous n'avons pas normalement beaucoup de ovules et nous n'avons pas beaucoup de embryons à 5e jour. Après 2 échecs de FIV avec don d'ovocytes en embryon à J5 au stade de blastocyste, j'ai 42 ans, pourrais-je avoir un taux de réussite favorable avec le PGTA est-ce que ça aidera au transfert? S'il y a 2 échecs avec le don d'ovules et avec les embryons à 5e jour, avec le sperme des maris, je recommandais étudier un peu plus le sperme parce que peut-être il y a un problème là. Si nous avons déjà étudié les cariotypes de monsieur et tout ça, et après évaluer des autres facteurs aussi, ok? Parce que c'est vrai que par les fausses couches, 80% des fausses couches sont en relation avec la génétique des embryons, mais il y a des autres facteurs, ok, que nous devons évaluer aussi si la qualité des embryons est bonne. Mais une technique que nous pouvons réaliser pour améliorer, pour augmenter le taux de réussite, c'est l'étude génétique. Mais il y a des autres facteurs que nous devons évaluer. C'est l'embryon, mais aussi c'est l'utérus et dans ce cas, le sperme. Bonsoir, si nous implantons 2 embryons et qu'un des deux a un problème chromosomique, peut-il affecter l'implantation de l'embryon sain? Nous, normalement, à 5e jour, toujours, nous ne recommandons pas faire le transfert de 2 embryons. C'est mieux de faire le transfert d'un embryon. Et pourquoi? Parce qu'il y a différents facteurs qui produisent que l'implantation, le taux de l'implantation peut diminuer. Et nous savons dans tous les résultats de la clinique, le taux de réussite n'augmente pas avec le transfert de 2 embryons, ok? Et augmente le taux de jumeaux des enfants. Mais s'il y a un embryon, si nous transférons 2 embryons, un embryon est altéré génétiquement et l'embryon ne porte pas la trisomie, c'est une autre altération. Normalement, il y a la possibilité d'avoir pas l'implantation de cet embryon et l'autre, si peut implanter, peut continuer. Mais par exemple, s'il y a un problème ou s'il y a une réponse immunologique de notre corps qui augmente avec le transfert, nous pouvons diminuer le taux de réussite avec le transfert de les 2 embryons.
en général, pas en relation avec, seulement avec la relation la génétique de l'embryon. Très bien. Une personne nous demande si nous faisons le cariotype aux donneuses d'ovocytes. Oui, 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 toujours. Le cariotype, c'est une test que c'est obligatoire parce qu'il y a, s'il y a un problème dans les cariotypes, les pourcentages des embryons avec altération génétique est plus haut et nous ne pouvons pas utiliser la donneuse pour ce problème. Quel est le temps pour avoir les résultats du PGT à partir du prélèvement des cellules? Et nous, normalement, nous prenons les cellules, nous envoyons au laboratoire génétique et nous avons les résultats 10 ou 12 jours après, normalement, oui. Alors, j'ai une personne qui a posé pas mal de questions. À partir de combien d'embryons cela vaut-il le coup de faire le PGTA avec nos propres ovocytes? Quel est le ratio moyen d'un nombre d'embryons sains à 40 ans? Le pourcentage des embryons sains à 40 ans, c'est normalement environ 20-30%. Et entre 38 et 40 ans, ce sont 30% des embryons normaux. Et avec plus de 40 ans, c'est 20%, 40-41 ans, et après, tombe très, très rapidement, oui. Donc, on demande, en général, on a besoin d'avoir au moins 4-5 embryons Oui, environ 40 ans, si nous pouvons avoir 4 et 5 embryons, nous avons bonne chance d'un embryon bon, oui. Cette même personne demande, peut-on voir si le problème vient de la femme ou de l'homme suite à la biopsie? Non, non, nous ne pouvons pas voir ça s'il n'y a pas un problème dans les cariotypes de l'homme ou de la femme, parce que, comme la graphique montre, nous pouvons voir les quantités génétiques, mais nous ne pouvons pas voir s'ils viennent de la femme ou de l'homme. Et si on fait un traitement de FIV d'eau, est-il utile de faire un PGTA si le fiche est correct? Oui, comme je vous dis, oui, c'est ça. Les fils étudient normalement maximum 9 chromosomes de ces spermatozoïdes. Nous pouvons voir en général les pourcentages des altérations que le sperme, qu'un échantillon de sperme peut donner. Mais nous ne savons pas les autres chromosomes. Nous pouvons, c'est pour faire une prédiction de s'il y a plusieurs chances d'avoir des embryons avec altération, mais finalement, c'est diagnostic l'étude génétique des embryons, c'est pas diagnostic l'étude de sperme, c'est une prédiction. Existe-t-il des moyens de prévenir des altérations génétiques par le biais de l'alimentation, des vitamines, ginositol, etc.? Si nous pouvons améliorer la génétique avec différents facteurs extérieurs, par le moment, nous ne savons pas si nous ne pouvons pas recommander une chose pour améliorer la génétique. C'est un problème important parce que nous seulement nous pouvons étudier les embryons et faire la sélection et écarter les embryons avec altération. Mais nous ne pouvons pas faire la prévention et traiter les altérations génétiques que portait le sperme ou que portait l'ovule. Oui, il n'y a pas, par le moment, de facteurs à recommander. Oui. On a plusieurs questions qui concernent des mutations bien particulières et je crois que là, il va falloir expliquer un petit peu la différence entre PGTA, qui est recherche genoploïdie, et après d'autres PGT qui peuvent être structurels ou enfin d'accord? Ok. Parce que vous avez évoqué les maladies comme la trisomie. Quelles autres maladies sont recherchées? Combien? Et on met entre parenthèses mucoviscidose, cancer du sein, Ok. côlon. Ça, c'est une chose très importante, de faire la différence entre le dépistage génétique des chromosomes. Ok, nous voyons les chromosomes en général, l'ADN en général. Ok, nous ne voyons pas maladies concrètes. Nous voyons, par exemple, qu'il y a 3 chromosomes grands. Ce sont les chromosomes grands. Les gènes sont des choses petites, des petites parties de l'ADN. Ok. Et nous pouvons étudier, par exemple, la mucoviscidose, comme vous avez dit. Et pour étudier la mucoviscidose dans les embryons, nous devons savoir
concrètement quelle est la mutation de chaque patient. Nous devons faire une étude concrète dans la famille normalement pour détecter la mutation concrète que nous devons étudier parce que pas tous les mucoviscidoses portent la même mutation. Ce sont choses différentes. Et nous pouvons étudier une maladie concrète, mais un couple concret et des choses concrètes. OK? Mais ça, le dépistage génétique, c'est pour voir en général l'ADN, mais pas des choses très concrètes, des maladies concrètes. OK? Mais ici en Espagne, nous pouvons faire la... Oui? C'est un autre test, ce n'est pas le PGTA. Oui, c'est différent, oui. Je pense que c'est la même chose. Si le mari a une mutation MTHFR, homozygote, est-il recommandé de faire le PGTA? Mais ça, c'est la femme ou l'homme ou... L'homme. C'est l'homme. OK. Nous ne pouvons pas étudier dans les embryons les maladies qui ne sont pas graves. OK? La mutation que vous nous dites, c'est une mutation en relation avec la coagulation sanguine. OK? Et si la mutation apporte la femme, OK, peut diminuer le taux d'implantation. OK? Directement. Mais parce que c'est la femme qui porte la mutation. Mais dans l'homme, il n'y a pas une relation avec ça. C'est en relation avec l'implantation dans l'utérus. C'est pas en relation avec l'embryon concret. Et nous ne pouvons pas écarter l'altération dans l'embryon parce que c'est pas une altération grave pour la vie. OK? D'accord. On va rester du côté masculin. J'ai 2 questions concernant le sperme. Bonjour, le FISH, est-ce la même chose que la fragmentation ADN spermatique? Et concernant l'ADN, justement la fragmentation de l'ADN spermatique, y a-t-il un lien entre cette fragmentation et le neuploïdie des embryons? OK. La fragmentation et les fiches sont des techniques différentes, OK, pour étudier dans les spermes. Et le fiche étudie normalement maximum 9 chromosomes dans chaque spermatozoïde. Et la fragmentation étudie petites géries dans l'ADN, OK, sont comme petites parties que le spermatozoïde peut porter, mais ne produit pas altération chromosomique. La fragmentation augmentée peut diminuer la fécondation des ovules, peut diminuer la qualité des embryons et la quantité des embryons qui arriveront à 5e jour. OK? Parce qu'à 3e jour, l'ADN de sperme est activé et si l'ADN porte petit jury, nous pouvons avoir beaucoup d'embryons stoppés à 3e jour. OK? Mais les fils étudiaient les chromosomes. OK? C'est l'étude pour, comme je vous dis, pour un peu une petite prédiction des pourcentages des embryons altérés en relation avec la partie masculine. OK? Et la deuxième question, c'est en relation avec ça. Le lien entre la fragmentation de l'ADN spermatique et l'aneuploïdie. C'est ça. C'est la fragmentation, c'est en relation avec le taux de fécondation, c'est en relation avec les embryons qui arriveront à 5e jour et la qualité des embryons à 5e jour, mais pas directement en relation avec les anéuploïdies des embryons. D'accord. Mais la fragmentation peut-elle causer des fausses couches? Oui, nous pensons que oui, parce que la qualité des embryons est plus vaste et il y a des autres facteurs différents de la génétique directement, de les chromosomes, de les altérations chromosomiques que peut produire fausse couche. D'accord. On reste encore sur le sperme. La question d'avant qui était en relation avec l'altération sur le MTHFR, est-ce que cette mutation peut altérer la qualité du sperme? En principe, c'est en relation avec la coagulation, c'est un problème de coagulation sanguine.
ok? C'est pas en relation avec la fertilité de l'homme, ok? C'est en relation avec, si c'est, comme je te dis, si c'est en relation avec la femme, comme la femme doit produire plusieurs, doit changer la coagulation pendant les grossesses, s'il y a un problème là, oui, parce que c'est en relation avec les moments où le corps doit produire meilleure fluidité, je ne sais pas comment dire, de sanguine, ok, pendant les grossesses. Oui, c'est très bien dit. Alors, j'ai un cas un petit peu concret, j'imagine que tu vas répondre, de nous envoyer un peu plus d'informations. Une dame qui a 45 ans, une AMH de 1,1, 14 follicules, ce qui est pas mal. Oui, Dois-je faire un don d'ovocytes ou une FIV avec PGTA? Elle a déjà fait une FIV. Je pense qu'il faut justement avoir les antécédents, les résultats de cette FIV pour voir ce qui s'est passé avec ces 14 oui, nous devons, oui, c'est très important bien évaluer chaque cas parce que ça dépend du pourcentage des embryons à 5e jour, comme nous avons déjà vu. Et parce qu'avec l'âge aussi, la qualité des ovules, et pas seulement la génétique, tombe et nous pouvons n'avoir pas beaucoup de embryons à 5e jour. Et finalement, ce sont pourcentages finalement. Si nous avons plusieurs embryons à 5e jour, nous avons plusieurs chances d'avoir un embryon bon. Il y a des cas que nous pouvons évaluer et faire l'embryo banking. Nous pouvons, par exemple, faire pas seulement un cycle de fécondation, sinon 2 cycles ou 3 cycles pour garder tous les embryons finalement que nous avons et étudier tous les embryons pour augmenter les chances des embryons normaux. Si on a besoin d'avoir 4-5 embryons, blastocystes Oui. myoptiales, si on en a par exemple que 2 par cycle, on peut faire plusieurs cycles Oui. pour avoir ce nombre de 5 ans. C'est ça. Donc moi, je vais juste, pour finir avec cette question, vous encourager sur l'écran, vous avez donc l'adresse de la clinique et également l'information pour justement avoir une consultation avec Estefania directement donc en ligne les 23 et 24 avril. N'hésitez pas à vous inscrire parce que là vraiment on a besoin pour vous donner un diagnostic plus précis concernant votre cas, d'avoir plus d'informations sur le sujet. Alors très intéressant, est-ce qu'une fois dans l'utérus, un embryon sain peut s'altérer chromosomiquement à cause de l'expression des gènes modifiés dans l'utérus? Après, je pense que c'est si après faire la biopsie des embryons et nous avons un bon résultat, si l'embryon peut altérer après. Et, oui, devenir, oui. C'est vrai que il y a, c'est bizarre, c'est pas fréquent. Il y a dans les études 2 embryons de 1000 embryons, c'est bizarre, mais il y a des embryons qui après l'étude génétique sont altérés, ok? Mais c'est pas fréquent. Et c'est pas pour, nous ne savons pas sûr pourquoi, c'est ça. C'est vrai que nous pouvons avoir des altérations après parce que, comme vous avez vu dans les vidéos, il y a beaucoup de division des cellules et il y a beaucoup de changements dans le suivi des embryons. Mais nous ne savons pas sûr quel est le moment où l'embryon porte les altérations génétiques que nous ne pouvons pas détecter. Mais ce sont des cas, normalement, c'est pas fréquent. Oui. Si le karyotype de la femme est bon et celui de l'homme est altéré, est-ce que lors de la fécondation, l'ovocyte peut corriger cette défaillance du spermatozoïde? Nous savons, c'est vrai qu'il y a des altérations dans les karyotypes, comme les translocations, que nous n'avons pas. Nous pouvons penser, OK, s'il y a cette altération, nous pouvons avoir cette quantité de embryons altérés, OK, et faire une petite prédiction. Mais c'est vrai qu'il y a des cas en relation avec les translocations, par exemple, que nous pouvons avoir moins embryons altérés que les embryons, que la prédiction que nous avons fait, ou il y a des cas que nous pouvons avoir plusieurs embryons altérés. Et ce sont des cas concrets et c'est difficile parce que finalement c'est statistique.
si nous avons 100 embryons de le même couple, nous pouvons avoir la prédiction bonne. Mais nous n'avons pas 100 embryons. Nous avons 4, 5, 6, 10 embryons et c'est plus difficile. Et ça sera parce que les embryons, l'ovule peut altérer la génétique de le sperme. Et je pense que non, ok? C'est le sperme, si le spermatozoïde porte l'altération génétique, l'altération est là, ok? Mais si la qualité de le spermatozoïde n'est pas très bonne, mais pas la génétique, si la qualité n'est pas très bonne, l'ovule peut aider le spermatozoïde. Par exemple, s'il y a une petite altération de la fragmentation de l'ADN, peut-être dans ce cas, l'ovule peut aider les spermatozoïdes, l'ADN. Très bien, on arrive presque au bout. On a une question alors qui porte pas forcément sur le PGTA, qui demande si les tests, alors il y a des tests qui existent, autres, comme le test Alice ou Emma pour augmenter les chances de grossesse. Et oui, mais bon, ce sont les tests pour évaluer l'utérus, ce sont des autres tests pour voir s'il y a un problème bactériologique ou un problème dans l'endométrium, ok? Mais ce n'est pas en relation avec la génétique, c'est en relation avec l'état de l'endométrium, ok? Et ce sont des autres facteurs que nous devons avoir en compte pour les chances de grossesse et après écarter qu'il y a un problème génétique dans les embryons, nous pouvons écarter des autres facteurs inflammatoires ou des autres facteurs dans l'utérus. Réceptivité, immunologie. Oui, il y a beaucoup d'autres études que nous pouvons recommander. Ça dépend du cas. On a également une question sur les taux de réussite qui ont été présentés vers la fin de ta présentation, s'il s'agit d'embryons transférés ou de taux de réussite par cycle de FIV. Oui, c'est... Dis-moi. Oui, si les taux de réussite, c'est par cycle de traitement. Oui, c'est ça. Par cycle, oui. J'ai cru voir sur le chat quelque chose. Bonjour, après combien d'échecs de transfert pouvons-nous envisager le PGTA? Oui, ça dépend du cas. Ça dépend du cas, oui. De l'âge de la femme, de beaucoup de choses. Si en principe, il n'y a pas d'indication, c'est une femme jeune, il n'y a pas d'indication, les caractéristiques sont normales. Et nous avons ici, dans la clinique, deux embryons de bonne qualité transférés nous n'arriverons pas à la grossesse. Nous recommandons étudier les embryons. Si nous avons plusieurs embryons, nous recommandons étudier les embryons. Ça dépend, oui, parce que la même personne a demandé si le PGTA pouvait être un plus avec Matrice Lab. C'est pour voir deux choses totalement différentes. Donc, oui, c'est différent. Vous avez eu ce résultat de Matrice Lab qui est normal, qui n'est pas altéré, et que vous avez eu des échecs d'implantation. Il faut bien évidemment voir le cas, hein, voir si on est arrivé. Oui, parce que la matrice Lab, c'est en relation avec les cellules immunitaires de l'utérus. C'est une autre chose. C'est la partie de l'utérus. Et le PGT, c'est en relation avec l'embryon. Oui. Très bien. Alors, il y a d'autres questions qui sont arrivées. Alors, je vois une question pareille qui est un cas personnel, donc je vais la lire, mais je vous invite à consulter de manière un peu plus personnelle avec le docteur, parce que bien un webinaire, c'est malheureusement un petit peu compliqué d'aller au cas par cas. Une dame qui a 38 ans, qui est polykystique, 4 grossesses, 2 fausses couches, une grossesse biochimique. Et une intervention, une IMG suite à une trisomie 21. Est-ce que nous avons une vraie chance de mener une grossesse à terme sans PGTA? Mais le taux de réussite tombe beaucoup après voir les antécédents. Et c'est très important en relation avec l'ovaire polykystique. C'est probable qu'il y a beaucoup de ovules. Et il y a des embryons à 5e jour parce que vous avez tombé enceinte, mais vraiment, il y a un problème génétique là.
si les cariotypes sont normaux et nous avons la possibilité de faire l'étude génétique, je recommande faire le PGT pour sélectionner les embryons parce que nous pouvons avoir les embryons bons, les embryons avec bonne génétique, mais vous devez penser que, par exemple, naturellement, et nous ovulons un ovule et nous avons normalement, et nous avons la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, mais par la fécondation, nous pouvons améliorer, nous pouvons avoir dans le même cycle beaucoup de ovulations, beaucoup de ovules pour sélectionner l'embryon bon. Mais par exemple, naturellement, et si nous ne faisons pas l'étude génétique après les FIV, nous pouvons transférer beaucoup des embryons, nous pouvons attendre beaucoup de temps et l'échange de grossesse tombe avec le temps, avec l'âge de la femme. Et c'est vrai que nous pouvons améliorer beaucoup la taux de réussite. Et puis, c'est vrai qu'il y a également une fatigue psychologique d'avoir passé OK, deux fausses oui, couches, oui. une grossesse biochimique. Voilà, si on peut, dès le départ, vu qu'on a dans le syndrome polykystique un nombre supérieur d'embryons à la normale, pouvoir sélectionner celui qui va pouvoir avoir une grossesse à terme dès le départ sans avoir à jouer un petit peu à la roulette russe, c'est important. Oui. Alors j'ai une question qui est revenue, on y avait déjà répondu, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire un PGTA sur un embryon congelé sans souci ensuite? Sans souci, il y a Ça dé- il y a un petit peu de risque, non, de survie qui diminue parce qu'on a une, comment on dit? oui, Une ça dépend de la qualité de voilà, l'embryon. Oui, mais ça dépend mais des facteurs. on peut bien sûr le faire. Il faut qu'il soit un bon embryon, un bon blastocyste de congelé, c'est sûr. Dans la FIV avec dos, avec PGT que nous venons de faire, il y a 4 embryons normaux et 2 embryons pour lesquels nous ne sommes pas sûrs. Comment est-ce possible qu'un résultat ne soit pas sûr et certain? OK, il y a des cas que nous prenons les cellules et comme nous envoyons les cellules pour étudier, c'est vrai que les séquences massives, c'est une étude génétique que nous devons faire dans les cellules et bien, je ne sais pas comment bien expliquer, de morphologie bien. Et si après, processer après les techniques, nous n'avons pas les bons résultats, nous ne pouvons pas bien étudier l'ADN, peut-être que nous devons répéter l'étude. Ça peut passer, c'est pas fréquent, mais nous pouvons étudier. C'est vrai que avec l'expérience, il y a plusieurs embryons avec altération génétique entre les embryons que nous ne pouvons pas obtenir dans la première biopsie les résultats. OK? Ça nous dit que est plus probable d'avoir altération génétique si nous n'avons pas les résultats dans, dans la première étape. Merci. Et alors j'ai une dernière question sur le prix. Le PGT, est-ce pour un ou plusieurs embryons? Alors j'imagine que ça doit dépendre des cliniques. En ce Oui, qui nous concerne, c'est un pack, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste parce que bon, la raison médicale qu'a expliqué Stéphanie, c'est une raison, médicale et statistique d'avoir au moins, 4-5, blastocystes à biopsier pour avoir, au moins, statistiquement parlant, la chance d'avoir un embryon sain. C'est pour ça qu'on fonctionne, nous, par pack, c'est-à-dire le PGTA a le même prix que ce soit pour un ou pour jusqu'à 8 embryons. mhm. C'est ça, Voilà. c'est pour ça que il y a, ça dépend des patients, nous pouvons recommander faire 2 cycles avant de faire l'étude génétique de tous les embryons parce que c'est bon pour avoir plusieurs chances. Mmh. C'est plus «rentable» entre guillemets. Et quel est le prix, s'il vous plaît? Alors là, il faudra que vous nous demandez, mais on peut le dire, c'est pas un souci. La différence entre, une fille, mais il faut savoir que voilà, le PGTA ne peut se faire que sur les FIV qui vont jusqu'à à jour 5 de développement, puisque de toute façon, on ne peut pas faire le PGTA avant. La différence entre voilà, une FIV à jour 5 et le FIV avec PGTA est de 3 000 €. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un test qui est très conséquent et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un nombre conséquent d'embryons pour pouvoir faire le test.
et Mhm. puis, ça en vaut la peine. Bien, je crois qu'on arrive au bout des questions, Stéphanie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de pour, questions. C'est bon, ce sont des questions très intéressantes. oui, très intéressant. Je suis sûre que vous avez encore des milliers de questions. N'hésitez pas à nous les poser. Et puis, voilà, donc c'est vrai que le week-end du 23-24 avril est déjà ouvert depuis, je pense 2 petites semaines. Donc on a déjà pas mal de consultations de réservées, mais il en reste encore. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et j'espère que vous allez toutes et tous très bien chez vous, que vous prenez soin de vous et on a hâte de pouvoir voilà, n'hésitez pas à faire des consultations en ligne, à préparer, à faire même les tests depuis chez vous, il y a pas de souci et puis, à Saint-Sébastien, l'avantage avec la France, surtout si vous êtes près de la frontière, c'est que voilà, même sous les conditions actuelles, vous avez encore les moyens de vous déplacer. Hem, alors, et on a une dernière question qui est arrivée. Je n'ai pas attendu la réponse. Si le don d'embryon un don d'embryon PGTA est-ce possible? Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un don d'embryon, le PGTA peut se faire sur les embryons avec propres ovocytes, avec don d'ovocytes, avec double don. C'est pas la technique est la même. L'origine des gamètes n'a absolument rien à voir, sur la possibilité ou pas de faire ce test. Voilà. Merci, voilà, encore et Merci puis je vous à souhaite une tous. excellente à toutes et à tous. Ah, attendez, on a une dernière question qui est, ma foi, très intéressante. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que disait Stéphanie tout à l'heure, que le PGTA, nous donne, une information importante, non? Sur, les cas de chaque patiente et effectivement, parfois, on part sur un traitement de PG pour faire un PGTA et on n'arrive pas à avoir des embryons à jour 5 et donc on n'arrive pas à ce stade de PGTA finalement, Stéphanie. Que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir des embryons à J5? Et si nous ne pouvons pas faire la biopsie, nous devons avoir les embryons à 5e jour pour donner le taux de réussite à notre patient. Et nous ne pouvons pas faire l'étude génétique et nous devons évaluer comme nous pouvons voir tous les suivis des embryons jusqu'à le moment où les embryons sont stoppés. Nous pouvons recommander nous pouvons diagnostiquer quel est le problème comme ça et faire la meilleure et recommandations pour le traitement. Bah oui, parce que finalement, les embryons qui ne tiennent pas à jour 5, ce sont des embryons qui n'auraient pas tenu de toute façon Oui, dans oui, l'endomètre. Donc, oui, c'est ça. C'est très important le laboratoire parce que le taux de blasto doit être haut. OK, nous devons avoir, comme je vous dis, environ 40-60% des embryons de 3e jour doivent arriver à 5e jour pour peut travailler avec les embryons à 5e jour, que ce sont les embryons plus forts. Et si nous travaillons bien avec les embryons et nous n'avons pas les embryons à 5e jour, il y a un problème là. mmh. Et une dernière question qui demande cette fois-ci, alors on s'éloigne du PGTA sur les tests spécifiques sur l'utérus. Alors là, moi, je vous invite directement à aller voir sur notre site internet. Vous avez donc les tests, les tests principaux qui concernent la réceptivité, qui concernent de l'endomètre, qui concernent l'immunologie aussi. Après, effectivement, comme le disait Stéphania, il y a beaucoup d'autres tests, mais c'est vraiment du cas par cas en fonction de vos besoins. C'est pour ça que voilà, la première consultation, même en ligne, est très importante pour pouvoir voir tous vos antécédents et ce dont vous avez besoin, parce que là, vraiment, on peut pas faire tout une liste. C'est difficile, chacun est différent et nous devons personnaliser beaucoup les traitements. Mm. C'est d'ailleurs la clé de la réussite, entre nous Oui. soit dit. Bon, allez, cette fois-ci, on ferme. On ferme. Merci, je reçois des messages de merci pareil en parallèle. Et merci à vous d'avoir été avec nous ce soir et je vous dis à très bientôt. Merci Stéphania. À bientôt. Merci. Au revoir.